Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder. On va être ensemble pour une trentaine de minutes autour d'un sujet dont on entend fréquemment parler en ce moment, et j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous en entendez aussi beaucoup parler, celui du service public de la petite enfance, donc le SPPE, qui est mis en œuvre, en tout cas depuis le 1er janvier 2025. On va pouvoir en échanger ensemble. On voulait vraiment consacrer pendant ce temps d'Agora, revenir ensemble sur les grands enjeux du service public de la petite enfance, et puis après se laisser un temps d'échange ensemble, soit pour poser des questions ou partager des actions que vous avez pu déjà réaliser ou des interrogations que vous pouvez avoir. En quelques mots, simplement pour se présenter, donc, moi je suis Mélanie Batin, je suis consultante senior en charge du pôle petite enfance, enfance jeunesse chez SPQR, et je suis accompagnée de mon collègue Loïc Bragard, donc, qui se chargera de moduler ou de poser les questions du chat s'il y en a. On fait partie donc du cabinet SPQR Conseil, donc nous sommes basés à Lyon et Paris. On accompagne les décideurs locaux, collectivités territoriales et associations dans la conduite de leurs projets stratégiques et dans leur mise en œuvre opérationnelle sur différents aspects, déjà dans plusieurs domaines d'intervention, que ce soit sur des missions de conseil, d'audit, d'évaluation ou de formation, dans différents secteurs, différents métiers, que ce soit sur l'approche finance, sur l'approche organisationnelle, sur le volet aussi juridique. L'idée à chaque fois, c'est de croiser les différentes équipes dans les différentes missions qu'on peut avoir avec les collectivités, et sur différentes thématiques, et notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce temps d'échange, donc l'enfance-jeunesse. On a aussi un volet important autour du médico-social et du sanitaire, et puis d'autres thématiques qui sont un peu moins concernées par les prérogatives, en tout cas au niveau des CCS et CIAS. Et puis on intervient aussi sur une spécificité sur des missions qu'on appelle Delta, ce qui va être des administrations provisoires ou des gestions d'établissements, dans un esprit d'urgence et de réaction par rapport à des situations problématiques qui peuvent se poser. On est installé en stand 24, donc quand vous entrez dans le congrès, c'est tout de suite à droite, donc n'hésitez pas à la fin de venir échanger avec nous sur tous ces sujets, on en sera ravis. On intervient, donc, comme je le disais, dans le secteur de la petite enfance, sur différents types de projets, que ce soit sur des audits, sur des accompagnements aux évolutions du mode de gestion. Et donc, on a une grande connaissance de ce secteur-là, de ces enjeux. Je vous le disais, études de besoins, que ce soit dans le cadre de CTG, dans le cadre d'études ou de diagnostic petite enfance, dans le cadre aussi d'analyse des besoins sociaux. Alors là, on ne touche pas que la petite enfance, mais on rayonne de manière beaucoup plus large. On travaille très régulièrement avec les PMI, les CAF et les collectivités locales, ainsi que des associations qui peuvent gérer des structures petite enfance. Et enfin, on réalise, on a une historique et une expérience assez importante sur la réalisation de missions d'inspection et de contrôle d'établissements sociaux et médico-sociaux qu'on a pu mener avec différents départements. Et plus récemment, on accompagnait aussi quelques collectivités sur des missions de contrôle de leurs établissements d'accueil du jeune enfant à leur propre demande, par exemple dans le cadre de délégations de services publics pour appuyer le suivi de la gestion et de la qualité d'accueil dans ces structures-là. Voilà. Courte présentation, je vous propose de passer au vif du sujet sur le service public de la petite enfance, donc, qui est mis en œuvre depuis ce 1er janvier. Nous, on a relevé 3 enjeux. Alors, il y a d'autres enjeux aussi au niveau du SPPE, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à la présentation et nous à l'expertise qu'on va pouvoir apporter. C'est le premier enjeu sur la gouvernance des politiques petite enfance et aussi le rôle des collectivités, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis la mise en place du service public de la petite enfance, les communes sont devenues autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. On verra ce que ça recoupe par la suite. Et on a aussi ce rôle renforcé des communes et EPCI, c'est-à-dire pour toute ouverture de crèche, une autorisation, un avis favorable de la commune ou de l'EPCI qui est requis, que ce soit des crèches publiques ou privées. Là où avant, il y avait une consultation, mais pas forcément d'avis favorable obligatoire. Donc ça, c'est
sur l'enjeu gouvernance, sur lequel on pourra revenir. Le volet aussi qualité, via la mise en place d'un référentiel unique et partagé, alors qui n'est pas encore publié officiellement, mais qui a déjà pu être partagé lors de certains échanges, ou en tout cas certaines parties par rapport à ça, donc on pourra y revenir aussi. Et enfin, l'aspect en contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant. Pour revenir sur le volet gouvernance et rôle des collectivités, c'est la loi pour le plein emploi qui nous donne ce cadre, et son article 17 notamment, et donc 4 grandes missions qui ont été précisées dans le cadre de l'exercice de cette compétence, qui peuvent être exercées soit à l'échelle communale, soit intercommunale. C'est-à-dire que si le PCI a aujourd'hui d'ores et déjà la compétence petite enfance, qui inclut en tout cas tout ou partie de ces missions-là, le PCI conserve forcément ces différentes missions, qui sont les suivantes. Donc le recensement des besoins des jeunes enfants, l'information et l'accompagnement des familles. On a aussi le rôle des relais petite enfance dans ce cadre-là. Et à chaque fois, on voit que ça concerne des tailles plus ou moins importantes des communes. Donc là, pour ces 2 premiers points, toutes les communes sont concernées. Bien évidemment, lorsque c'est le PCI qui porte la compétence, c'est le PCI qui met en œuvre ces missions-là. Le soutien de la qualité des modes d'accueil, donc ça c'est pour les communes un petit peu plus grosses, donc de plus de 3500 habitants, et enfin la planification des besoins d'accueil du jeune enfant, et pour les communes de plus de 10 000 habitants, la réalisation d'un schéma pluriannuel de maintien et développement de l'offre. Et sur cette question, le calendrier tombe assez bien, puisqu'on a un décret qui est apparu assez récemment, le 20 mars dernier, sur justement le contenu de ce schéma de développement, qui est venu un petit peu préciser les attendus par rapport à ça, sachant que ce schéma doit bien évidemment permettre d'avoir une connaissance exhaustive de l'offre qu'il existe sur un territoire, que ce soit sur l'accueil collectif au niveau des structures ou sur l'accueil individuel, le volet assistante maternelle notamment. Et l'idée aussi de ce schéma, c'est de pouvoir chiffrer et établir assez précisément les besoins. Sachant que bien évidemment, toute cette réalisation demande des ressources humaines au niveau des communes. Alors même si dans le cadre de certains dispositifs tels que les CTG ou autres, les diagnostics qui ont déjà été élaborés peuvent déjà constituer un schéma de développement, on a néanmoins des précisions qui sont attendues sur les modalités de soutien financier, notamment pour la mise en place et de la compétence de la planification et de toutes les autres compétences. Voilà pour ce premier volet sur l'aspect gouvernance. On a aussi, comme je disais, le volet qualité via la mise en place d'un référentiel donc unique et partagé, un référentiel de pratiques professionnelles et organisationnelles, qui a fait suite à de nombreuses concertations au sein du secteur. Sur la semaine dernière, le 17 mars, lors du printemps de la petite enfance, une partie de ce référentiel a pu être présentée, et quelques éléments ont pu être aussi apportés. L'idée, c'est que ce référentiel se veut aussi comme un socle de référence partagée, qui ne soit pas juridiquement opposable, mais qu'on ait en tout cas une base commune entre les différents services et gestionnaires de structures, sur l'aspect accompagnement des familles, sur l'aspect pédagogie, sur l'aspect relation avec les partenaires, sur l'aspect développement de l'enfant, pour pouvoir aussi avoir un cadre et pouvoir prévenir des situations d'accueil. Donc un référentiel qui devrait être publié assez prochainement. Il a aussi sollicité plusieurs communes qui se sont collectivités, qui ont pu s'investir et communiquer certains éléments pour mettre en avant des bonnes pratiques dans l'accueil des jeunes enfants. Et enfin, on a le volet contrôle donc, des établissements d'accueil du jeune enfant, avec notamment l'aspect sur le président du département, son rôle en tout cas qui a été renforcé avec la réalisation de ce plan d'inspection et de contrôle. Alors on va voir dans une slide juste après qu'au final, et puis le rapport sénatorial qui est sorti la semaine dernière également le confirme, on a aujourd'hui relativement peu de contrôles qui sont menés auprès des structures. Et dans ce cadre-là,
là, voilà, le rôle du département, en plus du préfet, est renforcé, soit pour prononcer des injonctions sur des mesures à mettre en place rapidement dans les structures, ou de demander des fermetures d'établissements s'il en était besoin. Voilà, je voulais vous présenter aussi quelques chiffres clés pour appuyer un petit peu tous ces éléments de contexte. D'abord, des chiffres clés sur le volet contrôle des structures. Vous avez les sources qui sont listées juste en bas, vous pourrez les retrouver sur le support. Intéressant de noter que 17% des structures, des crèches PSU, donc, qui sont financées par la CAF, ont été contrôlées par les CAF donc, en 2023. Donc ça, c'est le dernier rapport sénatorial qui nous le dit. Et on a aussi le dernier rapport de l'IAS qui affirmait qu'un tiers seulement des crèches étaient visitées annuellement par les PMI, sachant qu'aujourd'hui, sur les contrôles PMI, forcément, les pratiques ne sont pas unifiées entre les différentes structures, mais c'est ce qu'on remarque nous aussi dans les échanges qu'on peut avoir, c'est des contrôles qui sont beaucoup axés sur l'aspect bâtimentaire, sécurité, ce qui est un prérequis nécessaire, mais moins sur le côté aussi structuration des ressources humaines, accueil de l'enfant. Par manque de temps, on le voit aussi dans le rapport sénatorial, la diminution notamment du nombre de médecins PMI et donc du nombre de ressources humaines pour la réalisation de ces contrôles, donc ce qui interroge forcément sur le suivi des établissements. Et enfin, quelques chiffres clés sur le volet, sur le premier retour en fait, des communes devenues autorités organisatrices et sur l'aspect compétences petite enfance, puisque Intercommunalité de France a mené une enquête à ce sujet-là. Et 45% des intercommunalités ont déjà modifié leur statut à la suite des nouvelles compétences qu'ont pris les communes, ou en tout cas les EPCI, dans le cadre du service public de la petite enfance. Donc ça a pu être soit une précision des statuts par rapport à ça, ou on a certains territoires qui peuvent faire cohabiter plusieurs compétences. En fait, les compétences, c'est plusieurs blocs, et on peut très bien imaginer que l'information soit faite au niveau communal et que la planification globale, parce qu'on est sur quelque chose de plus étendu, soit faite au niveau EPCI. En tout cas, voilà, ça a déjà induit des modifications juridiques dans certaines collectivités. Et ce qui est remonté aussi de cette enquête et que je trouvais intéressant de faire remonter pour avoir l'habitude de travailler avec plusieurs collectivités, donc comme je le disais, dans le cadre de conventions territoriales globales ou d'études de besoins petite enfance, on est très régulièrement amené à solliciter forcément beaucoup de partenaires institutionnels, les partenaires associatifs, les assistants maternels, les gestionnaires de structures, et tous ont des informations importantes et nécessaires, mais ce qui manque, c'est souvent d'avoir un outil, en fait, un observatoire de la petite enfance, c'est ce qui est aussi relevé par les partenaires, par les intercommunalités qui ont été sollicitées lors de cette enquête. Voilà, un observatoire où en tout cas ces données pourraient être partagées, et derrière on peut faire de la planification, de la projection du besoin de manière beaucoup plus facilitée. Voilà sur les sujets sur lesquels je souhaitais revenir, tant sur l'aspect gouvernance que sur l'aspect contrôle et sur l'aspect qualité. On est effectivement sur un projet, en tout cas la mise en place de ce SPPE qui est évoqué depuis très longtemps, qui fait suite à un contexte assez mouvant dans le secteur de la petite enfance, et qui forcément interroge aujourd'hui, tant au niveau des compétences et des moyens financiers nécessaires qui sont dévolus aux communes et aux intercos pour les mener, que aux interactions et aussi aux relations entre les différents partenaires et acteurs qui interagissent dans ce milieu-là. Et voilà, je vous propose qu'on échange autour de ces différents sujets, ou alors que vous puissiez partager aussi des retours d'expérience ou des interrogations que vous vous êtes posées quant à ce fameux service public de la petite enfance. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si je vais passer le micro. Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais enfin, c'est une remarque et peut-être une mise en application de ce service public de la petite enfance.
Sachant que ce qu'on a échangé depuis ce matin, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est susciter les coopérations, la coordination de l'ensemble des autorités, enfin, en tout cas des administrations qui œuvrent sur un territoire. Donc je trouve que, en tout cas sur la gouvernance qui est proposée, on n'a pas un affichage assez clair, en tout cas des places de la commune, de l'interco et du département. On voit qu'ils sont partenaires. Dans la CTG, ils ne sont même pas cofinanceurs. Donc je trouve que on reste encore sur des choses très cloisonnées. Et je trouve qu'on aurait pu peut-être aller un petit peu plus loin pour nous aider justement à mettre tous ces acteurs autour de la table. C'est vrai qu'aujourd'hui, tant sur l'aspect contrôle et suivi des structures, on a aussi ce fractionnement entre les CAF et les PMI, CAF plutôt sur le financier, globalement parlant, et les PMI qui sont en fait beaucoup mobilisées. J'ai pu lire dernièrement, elles sont très régulièrement mobilisées forcément sur les ouvertures de crèches, lorsqu'il y a des problématiques, mais sur la gestion des structures, lorsqu'il n'y a pas forcément d'éléments qui se passent, on les voit relativement peu apparaître. Et c'est vrai que vous avez raison de mentionner que dans les CTG, on n'a pas nécessairement toujours le département qui intervient. Donc c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui sur une échelle et des accords ou des modalités de travail à trouver, à faire. Et je pense que justement la mise en place déjà d'outils partagés, que ce soit au niveau de référentiels ou d'outils communs, est forcément un outil en plus pour permettre de mieux faire intervenir les différents partenaires. Mais c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, au niveau de la petite enfance, on a une multitude de partenaires qui interviennent et c'est parfois aussi difficile de s'y retrouver. Je sais pas. Le tube, non, ça marche pas. C'est moi qui faut. Sinon, c'est pour les. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a de fortes disparités au niveau territorial. Alors nous, on est plusieurs communes du Rhône et en fait, on est déjà assez avancé sur le sujet dans le Rhône par rapport à ce service public de la petite enfance, en tout cas sur le volet information des publics, sur le volet aussi de l'observatoire. Donc je pense que on est déjà, il y a des efforts à faire, il y a encore de la structuration, parce que même dans le Rhône, il y a aussi des disparités. Mais voilà, en fait, à l'échelle de l'Hexagone, et puis après je connais pas sur les territoires ultramarins, je pense que ce qu'a voulu le législateur, c'est aussi réduire ces disparités-là pour que les familles aient le même accès, enfin, qu'il y ait une équité d'accès à l'information et une équité de traitement. Mais voilà, en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que nous, on est déjà pas mal, on se situe pas mal. Je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Ça dépend aussi les caractéristiques du territoire. Sur des territoires plus ruraux, où souvent ça va être l'EPCI qui porte la gestion de structures petite enfance, mais qui parfois ne porte uniquement la gestion des structures et il n'y a pas tout ce volet information, recensement des besoins et ce volet un petit peu stratégie territoriale qui peut faire en tout cas défaut sur la création de places ou voilà, la connaissance du territoire. Et effectivement, c'est vrai que dans des collectivités plus urbaines ou en tout cas plus de taille moyenne, on voit que souvent les collectivités, les communes exercent déjà beaucoup de ces missions qui ont été reprises mais qui sont déjà en partie exercées. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une application unique tant les interlocuteurs sont multiples et puis aussi les structurations, les historiques aussi. Parfois il y a eu des fusions, des transferts et des répartitions de compétences même territoriales au sein d'un même territoire. Donc la mise en pratique est effectivement différente pour chacun.
Après, j'ai une question sur le volet financier, parce que vous annoncez que l'État va accompagner les communes là-dessus. Enfin, on devrait être soutenu. Et vous en savez plus ? Alors, des dernières informations, il me semblait qu'il y avait une enveloppe de 85 millions d'euros, mais qu'il n'y a pas il n'y a pas de détails sur quel partage entre les collectivités sur cette enveloppe financière-là, pour quelle mission spécifiquement. En tout cas, voilà, avant, c'était ce qui avait été mentionné dans les débats autour de la loi de finances, mais on n'a pas plus d'éléments sur cet aspect-là. Combien de postes de coordination, à l'échelle de quel territoire. On n'a pas, en tout cas aujourd'hui, moi à mon niveau, j'ai pas plus d'éléments sur ce volet-là. Oui, bonjour. Donc, Mélanie Legré-Boucher, je suis directrice du pôle petite enfance au CCS d'Échirolles, dans l'Isère, commune de 38 000 habitants. Moi, la mise en œuvre du service public petite enfance me questionne beaucoup. Je partage tout ce qui est dit ici et effectivement, je trouve que ça a du sens d'avoir un service public petite enfance, mais ça n'engage que moi. Déjà parce que d'avoir un référentiel commun, c'est peut-être tendre vers quelque chose de plus harmonisé, harmonieux, sur des pratiques, sur des codes en fait, qui doivent nous rejoindre et qui feront sens et unité au sein même d'un domaine de compétences et de professionnalisation. Ça sera certainement aidant aussi pour l'attractivité sur nos territoires, la professionnalisation de nos agents, les fidéliser. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on pourra travailler. Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur les territoires, il y a déjà de grandes disparités et c'est comment de cet existant et de cette réalité, on va pouvoir tendre vers quelque chose qui va aussi tomber avec des référentiels et des pratiques. Il va falloir quand même faire avec ces disparités territoriales aussi, entre le rural et l'urbain, entre le semi-rural et le semi-urbain, entre les réalités de typologie de population. Moi, vous prenez par exemple... la commune où j'exerce, elle a fait le choix de rattacher le service petite enfance au CCAS. Donc forcément, c'est une compétence qui est dévolue à la commune. Donc il va falloir qu'on engage une délibération aussi pour assurer qu'il y ait une délégation de cette compétence au CCAS. Donc pour l'instant, on n'a pas délibéré parce qu'on se dit on délibère sur quoi concrètement. La notion de contrôle, elle est très interrogative. C'est vraiment un gros point d'interrogation aujourd'hui. Qui va contrôler ? Comment on va contrôler ? Est-ce que ça va être des moyens financiers à travers des financements d'ETP ? Combien ? Comment ? Qui ? À quel endroit ? Le schéma, nous, aujourd'hui, on a la chance, dans le cadre d'avoir une CTG propre à notre territoire et à notre commune et CCS. Donc, c'est assez simple pour nous. On a déjà posé des axes qui permettent déjà peut-être de mettre en œuvre ce service public petite enfance plus facilement parce qu'on a déjà un schéma pluriannuel qui correspondrait à cette CTG. On a déjà un guichet unique qui recense en fait les demandes des familles. Mais au-delà de ça, il va falloir qu'on se réorganise. On n'arrive déjà pas à gérer, nous, au niveau municipal, l'offre et la demande. Il faut qu'en plus, on aille recenser et communiquer sur l'offre du territoire. Ça, on le fait déjà. Mais la question, elle est comment on accompagne et comment on crée du lien avec ces partenaires qui sont sur le territoire, qu'on n'avait pas forcément jusque-là. Les micro-crèches, les MAM privées, les demandes de MAM, la notion de contrôle également dans ce sens-là. Enfin voilà, c'est beaucoup d'interrogations. J'ai une autre interrogation aussi. On est déjà fin mars. Le service public, il est mis en place depuis le 1er janvier. On attend des décrets opérationnels qui vont arriver par parcimonie, qui vont s'étaler dans le temps. Donc, quelle est notre obligation de mise en place et dans quelle mesure on peut être sanctionné finalement ? Parce que quand il y a une obligation de mettre en œuvre, quelle est la sanction ? Par qui, comment ? Enfin, du coup, je me pose beaucoup de questions, mais je me dis, faut qu'on rentre dans les clous, quoi. Sur le dernier point et sur les obligations de mise en œuvre, en tout cas des différentes réponses qui ont pu être apportées par le ministère, forcément, il va y avoir une prise en compte de, comme vous le dites, l'étalement des décrets qui devaient être pris
fin 2024, début 2025. Bon, on voit que ça se décale dans le temps, mais que forcément, on le sait très bien, sur la réalisation d'un schéma de développement, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Donc nécessairement, le contenu même de ce schéma date de la semaine dernière. Donc on peut imaginer qu'il y aura quand même une certaine souplesse, en tout cas j'ose espérer, puisqu'on est quand même dans une démarche qui se veut constructive et quand même porteuse de sens sur le futur. Donc, mais c'est vrai qu'on on reste dans le flou aussi par rapport à ça, sur le soutien ou sur la déclinaison concrète. Ouais. Alors, moi, je suis sur un territoire, je suis un CCS de la commune de Velay, qui 9500 habitants. Donc, c'est assez intéressant d'entendre les collègues qui sont avancés. Alors, il y a des réalités de terrain qui sont bien moins sympathiques. Notre intercommunalité, c'est 36 000 habitants avec 30 communes éparpillées sur une quarantaine de kilomètres. Pour vous la faire courte, des communes qui deviennent autorités organisatrices, qui n'ont pas une seule structure dans la commune quand même de garde d'enfants, ni même d'assistante maternelle. On a une CTG qui est portée par l'intercommunalité depuis le 1er janvier 2025. Jusqu'à présent, on avait notre propre CTG, donc là, on l'a plus. L'intercommunalité n'a aucune compétence en matière de petite enfance, enfance, jeunesse. Tout est porté par la ville-centre, qui est donc notre commune, et dont laquelle le CCS est gestionnaire. Il y a des vraies réalités. Aujourd'hui, j'ai des maires qui viennent toquer à ma porte du territoire en me disant « Sylvie, comment on fait pour faire une analyse, pour analyser les besoins de ma commune ? Comment je m'y prends ? Comment je fais ? Qu'est-ce que vous pouvez nous aider ?» Aujourd'hui, nous, on n'a pas de moyens supplémentaires. On est communal, donc avec les financements dont on dispose aujourd'hui, on est en train d'imaginer et on a commencé à travailler des conventions pour l'accès au relais petite enfance, pour essayer de voir comment je peux aller les aider dans un cadre un peu réglementaire et organisé. Aujourd'hui, on nous impose, mais on n'a pas de réelle mise en application ou d'accompagnement sur ces sujets-là. On réfléchit, on travaille, mais voilà, la réalité est... Enfin, il y en a des communes où on a 40 habitants, quoi. Et encore 40 habitants, c'est presque facile pour identifier les personnes, vous les connaissez. Mais sur des communes... Enfin, voilà, les maires n'ont pas de techniciens de CCS, n'ont pas de directeur de CCS. Enfin, voilà, il y a des vraies réalités aussi. Oui, oui, c'est vrai que pour aussi avoir accompagné des territoires assez étendus où on a des profils de communes très diverses, forcément, sur certaines, il y a parfois que en termes d'agents, secrétaires de mairie ou autres, donc qui n'ont pas forcément le temps aussi de se consacrer à ces missions-là, puisque ne serait-ce que sur l'aspect assistant maternel, ce qui peut être aussi difficile aussi à mesurer, c'est entre les agrès et les personnes qui sont vraiment actives, il y a souvent un fossé important et donc derrière ça fausse le besoin d'accueil sur cette dimension-là. Et c'est vrai qu'il y a un sujet forcément politique derrière sur des prises de compétences interco. On l'a vu, certaines ont déjà fait ce choix-là, mais ça nécessite forcément de pouvoir évaluer derrière quelles sont les ressources qui sont mobilisées par la suite et derrière les financements qui malheureusement ne sont pas encore très lisibles à ce stade. Et puis sur les transferts de compétences, il y a quand même un cadre réglementaire qui fait que ça nécessite un peu de temps quand même, parce qu'il faut quand même avoir quelques prérequis et à quelques mois des élections, ça va devenir compliqué de faire des transferts de compétences. Ça va devenir un enjeu aussi. Et puis, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il y a beaucoup d'intercos. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il y a beaucoup d'intercos où il n'y a pas du tout cette volonté politique de prendre les compétences parce que, en fait, ils veulent pas que ce soit centralisé. Chaque commune veut garder la main par rapport à ces décisions-là. Il veut surtout pas transférer cette compétence. C'est une réalité. Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que aujourd'hui, le secteur de la petite enfance, il est en crise. On le voit bien. Parce que quand vous parlez du schéma de développement, la vraie question aujourd'hui, c'est le maintien des places.
C'est toutes ces places qui sont fermées, qui sont gelées pour plein de raisons, hein, pénurie de personnel, voilà, des structures qui n'arrivent pas à recruter, du turnover, beaucoup, on en parlait. Et je pense qu'il est là aussi l'enjeu crucial. Donc, schéma de développement, c'est pour moi un vœu un peu pieux. Et on voit bien quelles sont les difficultés des gestionnaires à recruter, quel que soit leur statut, public, associatif, privé, micro-crèche, multi-accueil, tout ce que vous voulez. Ils sont tous confrontés à cette difficulté de recruter et de garder leur personnel. Voilà. On voit aussi des collectivités qui choisissent de déléguer, enfin par exemple d'aller vers une DSP et finalement qui reviennent sur cette décision parce que tout déléguer, c'est pas toujours non plus la solution. On a, nous, dans le Rhône, quelques gestionnaires qui ferment et du coup, ça donne pas confiance non plus aux collectivités de retenir ces opérateurs-là. Oui, c'est au-delà des quelques enjeux qu'on a pu évoquer. Vous avez raison, je ne l'ai pas rappelé sur tout ce qui est pénurie du recrutement et crise du secteur et qui forcément conditionne les moyens qui peuvent être mis en place derrière. Louis, est-ce que tu as des questions, toi, qui ont été posées ou tu as vu sur ça ? Écoutez, je vois qu'il est 46. Je vous propose de conclure ce temps-là. En tout cas, merci à tous pour vos nombreuses contributions. Alors, vous pourrez retrouver le replay, je crois, sur le site de l'UNCAS. Et voilà, nous, on reste jusqu'à la fin de journée. Puis on est là aussi demain matin au stand 24, pas loin de l'entrée à droite du salon. Voilà, merci à tous.